Salut les mecs. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au manga / animé Death Note et à son controversé protagoniste, c'est-à-dire Light Yagami. Alors Death Note est un animé assez populaire, ça c'est certain, hein. Bon, on sera tous d'accord là-dessus, mais en tout cas je remarque qu'une partie non négligeable des fans considère Light comme un méchant plat, sans relief, assez cliché, sans grand intérêt, hein, tout compte fait, si ce n'est d'apporter le conflit à l'intrigue du manga. D'autres, en revanche, affirment tout au contraire, hein, que Light est un personnage bien écrit, doté d'une personnalité peu complexe certes, mais néanmoins profonde, guidé par l'émotion et l'ego. Il incarnerait donc l'arrogance humaine et évolue tout au long de l'intrigue, développant dans la foulée un complexe de dieu absolument immense et, on peut le dire, très divertissant. Et dans la foulée encore une fois, pose des questions intéressantes sur la limite entre le bien et le mal, questions qui, hélas, trouvent des réponses bâclées lors de l'arc Nier, alors que de les laisser en suspens aurait été mieux. Bon, passons, on parlera de l'arc Nier vers la fin de cette vidéo, bref. Et je ne vais pas mentir, je fais partie de la seconde catégorie, des gens qui aiment bien Light. Donc, à la question, Light est-il un méchant cliché ou un méchant de merde? Bon, ma réponse est d'ores et déjà évidente, mais je vais tout de même vous expliquer pourquoi. Cela dit, je préfère indiquer directement que, en ce qui me concerne, Death Note est loin d'avoir une intrigue / écriture parfaite, et même Light lui-même n'est pas exempt de défauts en tant que personnage. Aussi, je vous parlerai de mes regrets et de mes critiques vis-à-vis de l'animé et de Light en termes général en fin de vidéo. Mais avant ça, occupons-nous de l'analyse de Light Yagami à proprement parler. Alors donc, on va commencer directement par poser une question simple. Light a-t-il jamais été normal? Je veux dire, Light Yagami est un personnage fascinant, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est brillant, calculateur, manipulateur, voilà. Et bien qu'il soit populaire à l'école et dans sa classe, il faut dire quand même que Light est un espèce de mâle alpha à la japonaise, hein, un Chad de Tokyo 8, un giga Chad, hein, comme dirait l'autre. Il faut quand même dire que bon, il n'a jamais vraiment eu d'intérêt à se faire des amis. C'est d'ailleurs une des nombreuses raisons pour laquelle l'adaptation Netflix est aussi flinguée. Parce que dans ce film de merde, ils ont fait de Light une espèce de victime, une espèce de geek, de nerd, tout en bas de l'échelle sociale de son lycée. Hello, darkness, my old friend. Ce qui non seulement va à l'encontre totale de ce qui est censé être Light, mais c'est surtout extrêmement cliché. Voilà, tu sens qu'il voulait désespérément faire en sorte que le spectateur le prenne en pitié, alors que Light n'est pas du tout le type de personnage pour lequel on est censé ressentir de l'empathie. C'est pas son rôle, mais bref, je vais pas trop parler de cette merde, voilà, de ce film de con, pour éviter de devenir vulgaire. Pour vraiment commencer notre analyse, nous devons donc nous poser la question suivante. Qui était Light Yagami avant qu'il ne prenne le Death Note? Certaines personnes se plaignent que Light s'est mis à tuer beaucoup trop facilement pour un lycéen normal, et je répondrai que Light, en fait, n'a jamais vraiment été un garçon normal au départ. Dès les premiers instants de Light à l'écran, on peut voir à quel point il se désintéresse des événements qui se déroulent autour de lui. Il ne semble pas écouter le cours de son professeur, ni daigne même participer aux conversations qui se déroulent dans la classe. Light reste assis à son bureau avec un regard ennuyé. D'ailleurs, l'une de ses premières répliques est la citation tristement célèbre « Ce monde est pourri ». Bon, je vais pas vous la faire en japonais, mais vous la connaissez, voilà. Une réplique qu'il partage d'ailleurs avec un dieu de la mort, Ryuk. Donc à ce stade, Light est considéré comme un génie par tous ceux qui l'entourent. Il est au sommet de son école, il est diligent dans ses études, il est travailleur, il est doué dans de nombreux domaines, bon bref, voilà. Light a probablement grandi dans un environnement de validation perpétuelle grâce à son intelligence, son athlétisme et son physique avantageux, on va pas se mentir. Light a toujours été plus ou moins le centre de l'attention. Et c'est justement ces traits qui l'ont transformé en une espèce de personne extrêmement vaniteuse, égoïste, autocentrée, égocentrée, avant même qu'il ne pose les yeux sur le cahier de la mort en fait. Voilà, donc il était déjà foutu avant même de ramasser le cahier de la mort. Et en ce qui me concerne, même si ce n'est jamais que mon avis, mais j'ai envie de dire, voilà, j'ai des preuves derrière, cela fait de lui quelqu'un de souffrant, il semblerait, du trouble de la personnalité narcissique. Voilà, dont les symptômes sont entre autres le fait d'être incapable d'encaisser la défaite, l'arrogance, l'envie, la pensée que tout nous est dû, tendance à la manipulation et le manque total d'empathie. Je pense que c'est assez évident, hein. Bon, mais je vais quand même vous prendre quelques exemples pour illustrer ma pensée. Alors déjà, premier exemple, son incapacité à encaisser l'échec. Tout au long de l'animé, Light est montré à plusieurs reprises comme étant absolument humilié, simplement en subissant une défaite, aussi mineure soit-elle. Light alors évacue sa frustration soit par la colère, soit en devenant étrangement calme. L'un des exemples les plus marquants de cela se trouve dans l'épisode 9, où elle révèle à Light qui il est, sur les bancs de la fac, hein, vous vous rappelez, ruinant ainsi la chance de Light de le tuer anonymement. Light rentre chez lui sans prononcer un seul mot,
froid comme la glace. Et ce n'est que lorsqu'il est entré dans sa chambre qu'il exprime sa colère en se tenant le crâne comme un forcené, le mec qui commence à péter un câble, voilà. Même Ryuk, le mec, Ryuk c'est un dieu de la mort, il commence à flipper, bon, voilà. Est-ce que vraiment c'est une façon saine de montrer qu'il a le seum? J'en doute. Bon, maintenant passons à l'exemple numéro 2, déjà l'arrogance de Light. Light pense assurément qu'il est meilleur que tous ceux qui l'entourent. Il ira même jusqu'à se mettre sous le nez de son ennemi, à savoir elle, en croyant dur comme fer, qu'il ne se fera jamais prendre. Parce qu'il est trop intelligent, persuadé que voilà, le gars, il est au-dessus. Même elle ne pourrait jamais se douter de quoi que ce soit. Élément numéro 3, l'envie. Forcément, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. L'un des moteurs de l'intrigue est le besoin de Light de battre elle, en tout cas dans la première partie. Light veut absolument démontrer qu'il est meilleur que elle, c'est davantage une question d'ego qu'autre chose. Avec les informations que elle avait à sa disposition, à la base, je veux dire, il n'aurait jamais vraiment pu découvrir le cahier de la mort, ou même Light, ou quoi que ce soit, et donc il n'aurait jamais pu attraper notre ami Light, sans que Light ne lui donne tout ce dont il avait besoin de savoir, par pur ego, par envie de surpasser le plus grand détective du monde lors de la mise en scène avec le condamné à mort à la télé se faisant passer pour elle. Évidemment, voilà, on en parlera un peu plus tard de cette scène, mais si Light avait laissé son ego de côté, il n'aurait jamais été attrapé, ça c'est certain. Quatrième élément, Light a le sentiment qu'il est tellement parfait et supérieur aux autres qu'il se doit de recevoir un traitement spécial. Parce que Light Yagami se débarrasse des criminels du monde, il devrait être pardonné par là même de tous ses crimes, même si ses propres agissements ne le rendent pas bien meilleur que les gens qu'il condamne à mort. On reparlera d'ailleurs de ce point en fin de vidéo parce que ça le fait partie des quelques défauts de l'œuvre, je trouve. Cinquième élément, la manipulation. Bon là j'ai envie de dire, ai-je besoin d'illustrer Bon, Light se montre très souvent manipulateur, utilisant les émotions des autres pour obtenir ce qu'il veut. Le fait d'agir à la fois comme le petit ami de Misa et de Takada en est un excellent exemple. Après tout, j'ai envie de dire, c'est un gigachat, voilà. Et maintenant, le sixième élément, évidemment, c'est le manque total d'empathie. Donc, aux yeux de notre ami Yagami Light, les gens existent soit pour répondre à ses propres besoins, sinon ils peuvent tout simplement ne pas exister du tout. Donc là, il se débarrasse de tous ceux qui ne lui sont d'aucune utilité, même s'ils ne représentent qu'une menace mineure. On notera, soit dit en passant, le massacre de la Yotsuba Corporation, ou même l'éradication de ses propres fans de la chaîne Sakura TV. Bien que ce soit du fait de Mikami, Light approuvera totalement. Il a poinçonné cet acte de son sceau d'approbation. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour de la question du trouble de la personnalité narcissique, et je crois qu'il est maintenant évident que Light n'est pas vraiment un perso si plat qu'il en a l'air de prime abord, dans le sens où ce n'est pas juste un méchant manichéen qui devient un enfoiré de nulle part à la minute où il met la main sur le Death Note, non, c'est un peu plus profond que ça. Certes, Light n'a pas de passé tragique, ni de raison particulière d'être un enfoiré, je veux dire, on n'a pas tué son hamster sous ses yeux quand il était petit, bon, sur ça on est d'accord, voilà. Ce qui peut éventuellement, en tout cas en apparence, le rendre moins complexe moralement, mais c'est justement le fait qu'il n'ait pas de backstory à faire pleurer dans les chaumières, pour justifier qu'il soit un salopard, qui le rend, en ce qui concerne, intéressant. Et ouais, il existe des gens qui sont des enfoirés sans avoir d'excuses freudiennes, sans avoir de passé tragique ou quoi que ce soit. Et ça ne fait pas d'eux, pour autant, des personnages basiques, unidimensionnels et manichéens. On ne peut pas n'avoir que des Walter White ou des Magneto, il faut aussi des Hisoka, des Batiatus ou des Claude Frollo. Évidemment, voilà. Et ces personnages-là, bien qu'il n'aient pas vraiment de backstory à faire pleurer dans les chaumières, quoique Hisoka apparemment a vécu dans la pauvreté, ça ne fait pas moins des personnages ultra intéressants. Bref. Les 6 éléments que je viens de citer sont tous des traits qui doivent être pris en compte lorsque vous considérez Light Yagami en tant que personnage. Je réitère l'idée que Light est comme ça depuis longtemps, bien avant d'avoir en sa possession le Death Note, et son narcissisme, combiné à son ennui et à son sens de la justice enfantin, c'est une vision assez puérile quand on y réfléchit, et encore une fois, on en reparlera en fin de vidéo, tout ça lui a fait aspirer à un pouvoir divin, et c'est pourquoi il n'a guère hésité à commencer à utiliser le Death Note directement. Donc voilà, l'image du bon élève, du fils dévoué, n'était en fait que des rôles, une façade. Et une fois qu'il a obtenu la capacité de changer le monde, Light n'a pas hésité. En fait, on dit que le pouvoir corrompt, mais dans le cas de Light, je crois qu'il était déjà corrompu avant même qu'il ait posé la main sur Death Note. Un peu comme Arthas avec Frostmourne, dont on a parlé dans ma dernière vidéo, rappelez-vous, Light était déjà bien atteint avant même d'obtenir son Death Note. Bon, maintenant que j'ai passé en revue le personnage de Light, donc avant qu'il obtienne le Death Note, mais ce serait pas mal maintenant de voir le personnage de Light après qu'il ait obtenu donc le cahier de la mort et voir comment ça l'a affecté. Donc déjà, il est difficile de nier que le niveau d'arrogance de Light devint rapidement extrêmement élevé, après qu'il ait trouvé le cahier de la mort. Je vais prendre comme exemple son grand plan qui s'est étendu sur 9 épisodes et qui consiste à s'auto-effacer la mémoire pour brainer elle. Ce plan est totalement fou. Sur ça, il n'y a pas de souci, et il est glorifié dans un mème qui en dit long sur le caractère de Light, le fameux Keikaku Dori.
Mais avant de m'intéresser au plan de Light, laissez-moi vous rappeler pourquoi il a dû le mettre en œuvre au départ. Parce que le plan de Light a été si bien exécuté que les gens ont tendance à oublier que ce plan a démarré alors que Light était dos au mur. Au final donc, juste un petit flashback, la police venait d'attraper le deuxième Kira, qui se trouvait être en fait quelqu'un qui était profondément amoureux de Light, c'est-à-dire Misa Amane. Avec des preuves aussi solides, Light a dû jouer certaines de ses cartes, donc révélant le Death Note, l'élément le plus important qui a conduit finalement à la chute de Light. Donc rétrospectivement, les étapes de son plan semblent être assez simples. Bon, déjà rapidement, alors... Première étape, devenir le prisonnier de L de manière à ce que Light soit placé sous surveillance 24h/24. Ensuite, renoncer à ses souvenirs et à incarner celui de Misa afin qu'un troisième Kira recommence à tuer. Attraper le troisième Kira en personne, récupérer ses souvenirs et faire en sorte que L soit moins soupçonneux à son égard. Donc voilà, c'est à peu près tous les steps, tous les paliers du plan de Light. Donc l'objectif de Light n'était pas de faire porter le chapeau au troisième Kira, non. Light avait prédit que L serait assez intelligent pour réaliser que le troisième Kira était une personne différente de l'original. Donc j'ai envie de dire, ça aurait été stupide d'essayer de faire ça, quoi. Son but en réalité était de convaincre L que le pouvoir de Kira était quelque chose qui se déplaçait d'une personne à l'autre, en prenant le contrôle de ses actions et qu'une fois que le pouvoir changeait de main, la personne ancienne détentrice de ce pouvoir perdait automatiquement ses souvenirs, et donc ainsi dédouaner Light et Misa de toute responsabilité. Light ira même plus loin en ajoutant une fausse règle au Death Note qui prouverait son innocence sans aucun doute, stipulant donc cette fausse règle qu'à partir du moment où quelqu'un commence à écrire dans le cahier de la mort, il doit continuer de le faire au moins une fois tous les 13 jours sous peine de mourir, ce qui disculpe encore plus Light, car il s'est quand même retrouvé enfermé pendant plusieurs semaines. Alors maintenant qu'on a résumé cette stratégie complexe, qu'est-ce que ça révèle exactement sur Light Yagami? Parce que oui, pour que ce plan fonctionne, le troisième Kira devait être attrapé. Donc cela nous dit deux choses. Déjà, de 1, Light se croyait absolument capable d'attraper un autre Kira sans aucune connaissance préalable du carnet de la mort. Cela montre et démontre l'arrogance de Light, qui croit fermement qu'il est supérieur à tout le monde. Souvenez-vous que Light ne savait même pas à qui le carnet allait appartenir après qu'il l'ait abandonné à Rem, le Shinigami de Misa. Et deuxièmement, Light croit absolument qu'aucun autre Kira que lui-même ne pourrait échapper à elle. Encore une fois, cela montre son arrogance, mais également le respect qu'il voit elle, le sachant capable d'attraper le troisième Kira. D'ailleurs, en ce qui concerne le respect, on notera quand même qu'à la toute fin de l'animé, Light, quand il verra effectivement Nier porter le masque de elle, il le portera pas très bien du tout. Même il trouvera ça absolument de mauvais goût et il pètera même le seum. C'est pour dire à quel point, même si effectivement, on pourra le voir dans des scènes supprimées en train de danser la gigue irlandaise sur la tombe de elle, il y a quand même un gros respect qu'il voit à elle quand même. Donc, à quel point ce plan aurait-il mal tourné si le Death Note était adressé à quelqu'un de plus intelligent que Light Yagami? Eh bien, d'après la façon dont Light pense, c'est une impossibilité statistique, car personne, évidemment, ne peut être aussi clairvoyant que lui. Ah, évidemment, et donc... Mais alors, parce que, il faut le dire, Light finira par être vaincu, comment quelqu'un qui a toute cette intelligence a-t-il finalement perdu? Light Yagami a perdu, je le dis tout de suite, parce que lui et les gens dont il s'entourait, à l'exception de Ryuk, étaient humains. Et donc, forcément, un fait malheureux de la vie est que tous les humains font des erreurs, et oui. Donc déjà, la première erreur fatale de Light a été de tuer Lind L. Taylor, lors de l'épisode 2. Pour la première fois, Light tue un homme qu'il pensait être un non criminel. Bon, finalement, Lind Taylor était un criminel, bref, peu importe. Cela a prouvé à elle que Kira non seulement était humain, mais que c'était surtout un humain assez mortel pour se sentir menacé par un homme à la télévision. Cela a également prouvé que la capacité de Kira était quelque chose de surnaturel. Une autre erreur fatale est la détérioration des idéaux de Kira. Light cesse de travailler à la poursuite de la justice et préfère jouer au jeu du chat et de la souris contre elle, tuant ainsi de nombreux innocents en cours de route. On pourrait dire que si Light avait continué à tuer des criminels de manière classique, il n'aurait jamais vraiment été pris. Donc voilà, comment aurait-il pu être inculpé si tout le monde pensait que Kira était vraiment une divinité? Tuer les innocents qui ont essayé de l'attraper n'a fait que prouver sa mortalité au final, c'est-à-dire Ray Painbar et toute l'équipe, les mecs du FBI. Donc voilà quoi. Et même avec ses erreurs, Light a été assez intelligent pour continuer à s'en sortir malgré tout. Ce qui l'a fait perdre, ironiquement, c'est qu'il s'est beaucoup trop fié aux autres en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, extrêmement amusant. Je veux dire, Light s'est trop appuyé déjà sur Misa et son carnet. Mais il s'est aussi et surtout trop appuyé sur l'anti-Kira Task Force, c'est-à-dire Aizawa, Matsuda et compagnie, qui ont tendance, c'est malheureux pour Light, à beaucoup trop bavasser, et en particulier avec Nier, qui est une espèce de L de Wish, mais on parlera également de Nier un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, un exemple de cela est le moment où Aizawa a fait son premier rapport à Nier. Il déclare que pendant le trajet en voiture de Soichiro, donc Soichiro Yagami, le père
de Light Yagami, pour tester les suspects qui étaient en captivité de L, Soichiro a affirmé qu'il tuerait le suspect puis se suiciderait. Vous vous rappelez de la scène dans la voiture où Soichiro fait semblant de vouloir tirer sur son fils. Cela a amené Nier à deviner que la personne que L suspectait était le fils de Soichiro. Car sinon, pourquoi se suiciderait-il? Cela a ainsi conduit Nier à découvrir l'identité du deuxième L, donc du second L. Et finalement, une énorme erreur, et peut-être la pire, c'est que Light se fiait trop à Mikami. La seule raison pour laquelle le dernier plan de Light a échoué, parce que Light lui a donné l'ordre strict de ne pas utiliser le vrai Death Note, et Mikami lui a désobéi, en pensant qu'il pourrait ainsi aider Kira en tuant Takada. Cela a permis à la sous-marque de L, j'ai nommé Nier, de trouver et de voler le vrai carnet, ce qui a mis Light dans une très mauvaise position. Mais finalement, je pense que l'on peut affirmer que la défaite de Light est principalement due au fait qu'il ait vaincu la seule personne qui, selon lui, pouvait le faire tomber de son trône. Elle, donc, évidemment. Après ça, son ego a tout simplement explosé et il ne se souciait plus dès lors de couvrir ses traces, parce qu'il se pensait réellement intouchable. Il a ainsi fait beaucoup d'erreurs, parce qu'il croyait qu'il pouvait se permettre de les commettre. Une fois de plus, sa chute ramène à son immense fierté et à son arrogance, comme si les traits narcissiques qu'il affiche depuis le début ne suffisaient pas. Son complexe de dieu est de plus en plus alimenté au fil de la série par chacun de ses nombreux succès. Finalement, son ego devint tellement démesuré qu'il finira par commettre des erreurs d'incompétence inhabituelles pour lui, mais qui ne feront qu'accélérer sa chute. Et c'est bien dommage pour Light. Et pour finir cette analyse, je dirais quand même que Light Yagami est bien plus qu'un simple méchant de base. Même si l'intrigue aide les plans de Light à atteindre la conclusion qu'il s'est fixée, cela reste un personnage qui développe ses plans de façon logique et les caractéristiques individuelles dont il fait preuve tout au long de l'intrigue sont des plus intrigantes. Justement, en plus, la petite répétition en intrigue, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Bon, Light devient Kira afin de créer, du moins au début, un monde meilleur et plus juste, en tout cas c'est ce qu'il dit. Mais finalement, tout ce qu'il réussit à faire, c'est de se faire tuer, ainsi que son père, tout le monde, voilà, sa sœur même je crois. Il n'y a plus beaucoup de Yagami à la fin du manga, ça c'est certain. Cela dit, les années Kira, entre guillemets, de Light, ont quand même servi à quelque chose, finalement, puisque les guerres ont été apparemment éradiquée, et que la criminalité a été efficacement contrôlée, et que la technologie de maintien de l'ordre est devenue extrêmement efficace, grâce à lui. Voilà. Il est d'ailleurs dommage que le manga ne se soit pas fini à la mort de L, afin de pousser l'ambiguïté jusqu'au bout, pour laisser tout soin au lecteur, donc la latitude pour choisir si ce qu'a fait Light est bien ou pas. L'un des problèmes de l'arc final avec Nier, l'un des nombreux problèmes de cet arc, est qu'il fait de Death Note une histoire de bien contre le mal, alors que c'était beaucoup plus subtil au début. Les auteurs de Death Note avoueront d'ailleurs que elle est en fait plus ou moins un salopard, moins autant que Light. Voilà. Ne serait-ce que quand on voit la scène où il torture Misa et tout ça, bref. J'ai envie de dire, voilà, elle versus Light, c'est pas vraiment le bien contre le mal, et c'est ça qui est intéressant. Il faut également faire remarquer que Light est tout de même assez original comme personnage. Contrairement à la plupart des protagonistes de shonen, Light est pratiquement écrit, et on peut enlever le pratiquement, comme un exemple de ce qu'il ne faut pas être, justement. Et pour rester sur le chapitre de l'originalité, Light est un peu un anti-élu. Vous connaissez évidemment le cliché de l'élu du Chosen One comme Harry Potter et tout ça. Bon, Light c'est un peu une antithèse de ça. Parce que lorsque Ryuk apparaît, pour la première fois, Light lui demande pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour devenir le possesseur du Death Note. Ce à quoi Ryuk lui rétorque qu'il se méprend complètement, lui rit au nez et lui révèle, par là même, qu'il a laissé tomber le carnet de la mort au hasard dans le monde des humains, de sorte que n'importe qui aurait pu tomber dessus. Bon. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les instructions sont écrites en anglais, car c'est la langue la plus populaire au monde. Je trouve cette scène marrante parce que tu sens que Light meurt d'envie de s'entendre dire que Ryuk l'a choisi, car il est un être exceptionnel, un Chosen One, un élu, et alors qu'en fait pas du tout. C'est tombé sur lui comme ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et clairement, le Death Note n'aurait pas pu trouver un possesseur plus ignoble que Light. Par exemple, on peut voir que Light dirige son cercle de partisans, à savoir Misa, Ryuk, Takada et Mikami, d'une main de fer. Et bien qu'il soit toujours poli, accommodant et courtois envers la force d'intervention anti-Kira japonaise, il tentera quand même de tous les tuer. Bon, c'est quand même pas très sympa, c'est le moins qu'on puisse dire. Misa est d'ailleurs celle qui prend le plus cher. Elle s'est dévouée totalement au service de Light, a renoncé à la moitié de sa vie pour lui à 2 reprises, c'est quand même pas mal ça, voilà. Et a enduré des tortures brutales aux mains de elle pour le protéger. Et malgré cela, Light ne la voit toujours que comme un pion à manipuler et à éliminer. Après, le côté sans pitié de Light avec ses subalternes peut se justifier, plus ou moins, par le fait que Light soit extrêmement soucieux de sa propre sécurité avant tout, et que le succès de ses différents plans repose en grande partie sur le fait que les personnes
sous son commandement, que ce soit Mikami ou Misa, ne se plante pas. C'est pourquoi il tue ou tente de tuer presque tous ceux qui l'aident tout au long de la série afin de couvrir ses traces. Le mec est tout simplement sans pitié. Rien qu'au début du manga, alors que Light commence à tuer des criminels dans l'idée de rendre la justice, il commence à déraper une fois que les autorités s'occupent de son cas. Car il commence à tuer les personnes qui enquêtent sur lui dès qu'elles s'approchent de la vérité, Raid Bar et compagnie, vous connaissez les bails, simplement parce qu'elle essaie de l'arrêter. En d'autres termes, Light tue des personnes parfaitement innocentes simplement parce qu'elles essaient de faire leur travail. La situation s'aggrave d'ailleurs après la mort de Elle, lorsqu'il a pleinement accepté l'idée d'être la divinité entre guillemets de son nouveau monde et qu'il caresse l'idée de commencer à cibler les gens simplement parce qu'ils sont improductifs, en mode Stakhanov. Voilà, le mec Staline. Je sais pas quoi dire de plus quoi. Bon, la fin du manga montre qu'il ne reste en lui absolument rien de l'humain qu'il était autrefois, évidemment là je parle de Light. Bien que l'animé laisse entendre qu'une minuscule partie existe encore lorsqu'on le voit courir à la toute fin, et qu'il voit son ancien lui, bref, peu importe. Light s'identifie toujours à son ancien nom, mais très tôt, il commence à décrire Light Yagami, le fils de Soichiro, comme un masque. Light s'identifie pleinement comme étant Kira, divinité du nouveau monde. Mais évidemment, Light est loin d'être aussi parfait qu'il aimerait l'être. Dans le manga, lorsqu'il est confronté à sa propre mort, il supplie frénétiquement Ryuk de le sauver et à la fin, il meurt en criant et en pleurant pour sa vie. Dans l'animé, lorsqu'il est confronté à sa propre mortalité, il est également absolument terrifié et commence à supplier n'importe qui de le sauver. Il finira d'ailleurs par s'enfuir en rampant comme une larve, pendant que les autres se demandent s'il n'est pas trop pathétique pour être poursuivi. Mais il finit par accepter son destin et embrasse la mort à la fin, mais j'ai envie de dire, il n'avait pas trop le choix. Bref, Light n'est peut-être pas le personnage le mieux écrit qui soit, et on va en parler dans l'instant, mais bon, je suis quand même convaincu que beaucoup de réflexion a été mise dans sa création, ça c'est certain. On peut maintenant dire que mon analyse de Light Yagami est terminée, mais la vidéo quant à elle n'est pas tout à fait terminée. Voilà, on va dire la vérité, parce que oui, je vous l'ai teasé à plusieurs reprises au cours de cette vidéo, je ne considère pas Death Note comme étant exempt de défauts, loin de là, et même si je suis très attaché à cet animé, ça ne m'empêche pas de nourrir quelques griefs à son encontre, notamment deux en particulier, et justement, je vais vous en parler tout de suite. Alors déjà, le premier élément qui m'a toujours chiffonné dans Death Note, c'est Light Yagami lui-même. Ou en tout cas, voilà, on va être un peu plus précis, un trait particulier de sa caractérisation. Alors à mes yeux, Light a une vision du monde beaucoup trop enfantine pour un mec aussi intelligent et franchement, je trouve que c'est une énorme incohérence. Je veux dire, le mec, pourtant capable de comprendre et de manipuler quasiment n'importe quelle personne en face de lui, a une compréhension du monde, bizarrement, qui est comparable à celle d'un enfant de 5 ans grand max. Dans l'esprit de Light, il y a les gentils et il y a les méchants. Voilà. Et en tuant les méchants, le monde sera gentil. Bref, je m'arrêtais là, mais c'est absolument affligeant. Donc ouais, désolé mon gars, mais la vie est un peu plus complexe que cela. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais pas m'étendre trop longuement là-dessus, mais n'importe quel chimpanzé peut aisément comprendre que le mal dont Light accuse les gens n'est pas quelque chose avec lequel ils sont nés, mais c'est quelque chose qui, bien souvent, peut être expliqué par le contexte socio-économique, familial, même psychologique de la personne. Je veux dire, ce n'est pas un hasard si 99%, si ce n'est 100% des tueurs en série sont nés dans des familles monoparentales et souvent élevés par une mère seule, dans la plupart des cas. Il y a certainement des personnes qui sont génétiquement plus promptes à la violence que d'autres, ça je veux bien le croire, mais penser qu'un type censé être aussi intelligent que Light puisse penser que la vie est divisible en deux camps, c'est-à-dire gentil contre méchant, me semble tout simplement dingue et irréaliste. Et qu'on soit bien clair, voilà, ça ne m'aurait absolument pas dérangé que Light puisse avoir une vision du monde enfantine et être quand même super intelligent, si son intelligence avait été montrée comme étant purement abstraite et mathématique. Je veux dire, vous n'allez jamais m'entendre râler sur des personnages comme Raymond dans Rain Man ou Kazan dans Cube, parce qu'ils sont capables de faire des calculs mathématiques extrêmement complexes à la vitesse de l'éclair, tout en étant incapables pour autant de tenir une conversation normale. Parce que ces personnages-là sont montrés comme étant des personnages à intelligence purement algorithmique et statistique. Ce ne sont en rien des gens capables d'intelligence sociale et émotionnelle. Tout le contraire de Light Yagami, justement. On peut voir Light à plein de reprises dans le manga, qui est pourtant censé avoir une vision du monde de gamin en cours préparatoire, capable de prévoir, analyser et même de manipuler des gens extrêmement différents les uns des autres, sans la moindre difficulté. On le voit ainsi manipuler les sentiments de Misa sans aucun problème. D'ailleurs, la scène du match de tennis avec elle nous montre qu'il est extrêmement clairvoyant. Il sait exactement quoi dire pour tranquilliser les membres de l'anti-Kira Task Force, et il parvient même à bourrer le mou à son propre père, qui est pourtant un enquêteur chevronné, je le rappelle. Tout ça pour dire que Light nous est souvent montré comme étant un être doté d'une intelligence sociale et émotionnelle extrêmement fine. Le mec sait exactement comment les êtres humains fonctionnent, ce qu'ils sont et forcément ce qu'ils ne sont pas. Et c'est pour cela qu'il m'a toujours semblé stupide qu'une personne considérant les gens d'une façon aussi manichéenne, simpliste et j'irais même jusqu'à dire primitive,
puisse être capable de brainer un mec comme elle. Ça ne tient pas debout. Parce qu'à bien des occasions, Light paraît très enfantin, très puéril, manquant totalement d'intelligence émotionnelle et semble n'avoir aucune idée de la façon dont le monde et la société en général fonctionnent, contrairement à elle justement. Puis, dans la scène qui suit, on va le voir élaborer mentalement des plans extrêmement complexes, se basant sur la psychologie de ses adversaires, quelque chose qui devrait être pourtant impossible pour un mec aussi immature, et qui considère les gens qui l'entourent comme entièrement bons ou entièrement mauvais. Un type pareil ne peut tout simplement pas prévoir les actions d'un être humain. C'est impossible. Voilà, je suis désolé. Car un être humain est en réalité bien plus profond que ce que Light pense, et ne peut certainement pas être résumé à bon ou mauvais. Donc ça, voilà. C'était le premier élément de Death Note qui m'a toujours posé problème, même quand j'étais jeune, même si effectivement quand j'étais jeune, je savais pas exactement comment expliquer ce qui me dérangeait, mais là, et évidemment, je m'attends à ce qu'une partie d'entre vous ne soit pas vraiment d'accord avec moi. En revanche, je suis assez confiant qu'on s'accordera tous pour dire que la seconde partie de l'anime, c'est-à-dire après la mort de L, soit clairement bien moins intéressante que la première partie. Et c'est justement là où repose ma seconde critique, et tout particulièrement le personnage de Nier, qui est, comme chacun sait, un clone sans âme de L, la version Wish de L, voilà, la version ce que vous voulez, la version Babou de L, voilà, ce que vous voulez. C'est d'autant plus dommage qu'il n'apporte aucune ambiguïté dans son opposition avec Light, contrairement à L qui, lui, n'hésitait pas à user de torture et même de meurtre pour mettre la main sur Kira. Alors qu'avec Nier, là on a un gentil enquêteur contre le méchant Kira, donc forcément c'est moins intéressant. Nier est donc une déception absolument totale, mais même si je pense que le manga se serait mieux porté si l'anime se serait arrêté à la mort de L, je pense que continuer après sa mort n'est pas vraiment une mauvaise idée en soi. Au contraire, selon moi, ce qu'il aurait fallu faire, c'est assez simple, virer tout simplement Nier et laisser Melo en tant qu'unique adversaire de Kira / Light. Et ce pour plusieurs raisons, dont je vais vous parler rapidement maintenant. Déjà, Melo est totalement différent de L, contrairement à Nier, ce qui le rend directement plus mémorable que Nier, forcément, qui est fatalement vu comme une sous-marque de L. En plus, Melo a son propre style de biker / mafieux, et ça me permet d'embrayer sur la suite de mon raisonnement. L et Light sont très similaires, dans le sens où ils sont tous les deux des intellectuels peu scrupuleux et ils sont bien plus cérébraux que physiques, alors que Melo, lui, au contraire, a une intelligence bien plus pratique, bien plus pragmatique, bien plus terre-à-terre que nos deux compères, c'est-à-dire L et Light. Il a des accointances dans le milieu de la pègre, de la mafia, il sait manier des armes à feu, il tue les gens, donc ses ennemis, de ses propres mains, au lieu d'utiliser des proxys comme Light ou L. Bref, une confrontation entre Melo et Light aurait été nettement plus intéressante que celle auquel on a eu droit avec Nier et Light, parce que tout simplement, Light versus Nier, c'est juste une redite de Light versus L. Tandis que le style pragmatique et direct de Melo aurait certainement poussé Light dans ses retranchements, car il compte bien souvent sur le fait que ses adversaires soient limités par la morale ou la loi. Sauf que Melo, lui, la morale, forcément, il s'en bat les couilles. En plus, cette confrontation aurait été bien plus ambiguë et apporterait bien davantage de questionnements, car ce ne serait plus vraiment un simple duel du bien contre le mal. On aurait en fait un tueur de masse mégalomane d'un côté et un mafieux sans scrupule de l'autre. On veut dire qui a raison, qui a tort. Et voilà, là forcément, c'est directement plus intéressant. Ça aurait été juste sensationnel, je trouve, et tellement symbolique dans le sens où le but originel de Kira, je vous le rappelle, était de purger le monde de la pègre, de la racaille. La racaille. Voilà, dégager ça au Karcher, évidemment. Ce serait forcément ironique de voir que finalement, ce sera la pègre et la racaille incarnée par Melo qui sauvera le monde de Kira. Je trouve ça directement bien mieux que ce à quoi on a eu droit. C'est sur cette fanfic qu'on va arrêter la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un remake évidemment, mais là franchement je pense que cette vidéo est bien meilleure que ma vidéo de base. Donc voilà. Bon, vous l'aurez remarqué, le montage de cette vidéo est vraiment différent, et par différent je veux dire infiniment meilleur que mes montages de base. En fait, c'est normal. La personne qui s'est occupée du montage de la présente vidéo que vous avez vue, c'est un mec qui s'appelle Lézard Sous-Cultivé. Bon, derrière ce pseudo un peu marrant, voilà, se cache un type vraiment d'un talent assez extraordinaire. De toutes les manières, je pense que vous avez vu la qualité du montage, c'est vraiment un truc de ouf. Et non seulement il a des talents de monteur qui sont vraiment, comme vous pouvez le voir, qui sont assez remarquables, mais en plus de ça, il a une chaîne TikTok et il a une chaîne YouTube. Donc évidemment, vous me voyez venir, abonnez-vous à sa chaîne, mettez des likes, soutenez le frérot, franchement c'est un mec bien. Et vous voyez qu'effectivement, le travail qu'il a fait avec cette vidéo, elle est absolument extraordinaire pour ceux qui ont vu la vidéo de base, parce que comme vous le savez, cette présente vidéo que vous voyez, c'est un remake, évidemment, parce que ma vidéo de base a été strikée par YouTube. Je préfère pas en parler pour pas devenir vulgaire. Enfin voilà quoi. Les arceaux cultivés a eu la très grande gentillesse de s'occuper du remontage de ma vidéo, parce que le montage de base avait été, comme je viens de le dire, striké par YouTube, parce qu'apparemment j'ai utilisé des extraits d'épisodes qui n'étaient pas moi, ce qui est vrai, mais bon, enfin je veux dire, c'est de la transformation à un moment donné, bref, peu importe.
ce que je veux dire, c'est allez soutenir le frérot. D'autant plus qu'il a également, pour ceux qui voudraient profiter de ses talents de monteur, eh bien, il a un profil Fiverr. Donc voilà, donc Profil Fiverr, c'est une plateforme de freelance. Vous pouvez donc aller sur son profil. Évidemment, tous les liens dont je vous ai parlé seront dans la description, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez-y et il pourra vous aider évidemment, moyennant finance, dans vos vidéos YouTube ou montage ou peu importe. Donc voilà, tout ça pour dire, soutenez le frérot et allez, abonnez-vous à ses chaînes. Voilà. Je vais pas vous mentir, cette vidéo est assez longue, mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue. Déjà, j'aurais aimé vous parler d'autres choses, par exemple des personnages que j'ai bien aimés dans Death Note, parce qu'il n'y a pas que Melo et Light que j'ai aimé, j'ai aussi aimé Aizawa pour d'autres raisons, peut-être que j'en parlerai plus tard. J'aurais aimé vous parler des autres œuvres des auteurs de Death Note, parce qu'ils ont fait pas mal de trucs, des trucs qui sont pas terribles d'ailleurs, dont un visual novel qui s'appelle Jessenjo no Mao, dont je voulais vous parler. Voilà, dont je voulais vous parler parce que c'est un peu, voilà, ce visual novel a un peu la réputation d'être Death Note, mais en mieux. Bon. Et là, j'ai joué à ce visual novel et ma réponse est non, pas du tout. J'aurais aimé en parler un peu, vous expliquer pourquoi, effectivement, en quoi Death Note est bien meilleur, mais bon, peut-être que je le ferai un autre jour, voilà. Après tout, faudra bien qu'un jour je parle de visual novel, d'autant plus que je suis un gros fan de visual novel moi-même, donc voilà. Enfin bref, ce sera pour une autre fois. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, et à la prochaine.